Les portes doubles du salon s'ouvrirent avec un fracas qui coupa la musique en plein milieu. Tous les invités se tournèrent en même temps, verres suspendus dans les airs, sourires figés sur les visages. Une fille apparut à l'entrée. Trop maigre. Sale. Sa robe déchirée pendait sur son corps comme un vieux chiffon. Ses cheveux emmêlés tombaient sur son visage pâle. Elle chancela, se retint contre le cadre de la porte et regarda directement l'homme en smoking à l'hôtel. « Papa !» Sa voix sortit faible, mais le silence était si absolu que tout le monde entendit. Le marié devint blanc. La mariée à ses côtés recula d'un pas, la main couvrant sa bouche dans un geste théâtral d'horreur. Mais moi, je vis. Je vis la véritable panique dans ses yeux. Ce n'était pas de la surprise. C'était la peur d'être découverte. Je m'appelle Béatrice. Je travaille comme femme de ménage dans le manoir des Almeida depuis 3 ans. Je nettoie les chambres, je lave les salles de bain, j'enlève la poussière des meubles extrêmement chers que je ne pourrais jamais acheter avec un an de salaire. Je suis invisible pour la plupart des gens qui vivent ici. Ils parlent devant moi comme si je faisais partie du mur. Et c'est pour ça que j'ai tout vu. Tout entendu. J'ai compris ce que personne d'autre ne voulait voir. Tout a commencé il y a 6 mois, quand Eduardo Almeida a ramené Veronica à la maison. Elle était belle, élégante, polie. Elle souriait tout le temps. Sa mère, Donna Marisa, l'accompagnait. Elles s'installèrent dans l'aile du manoir comme si elles avaient toujours appartenu à cet endroit. Eduardo était amoureux. Aveugle. Il ne remarquait pas que ce sourire n'atteignait jamais les yeux de Veronica. Il ne voyait pas comment elle regardait sa fille. Isabella avait 6 ans. Une petite fille douce, avec des boucles brunes et de grands yeux. Elle adorait dessiner. Elle me montrait toujours ses dessins quand je nettoyais sa chambre. Princesse, château, fleurs. Mais après l'arrivée de Veronica, les dessins changèrent. Ils devinrent sombres. Noirs et gris. Des monstres sans visage. Tante Bia, tu crois que les monstres existent ? Me demanda-t-elle un après-midi, tenant un crayon de couleur cassée. Pourquoi tu me demandes ça, ma chérie ? Elle regarda la porte fermée de sa chambre. Parce qu'il y en a un dans ma maison maintenant. Je ressentis un frisson dans mon dos. Je me baissai à son niveau. Quelqu'un te fait du mal. Isabella secoua la tête, mais ses yeux se remplirent de larmes. Elle a dit que si je racontais, mon père serait triste. Elle a dit que j'étais un problème. J'essayai de parler à Eduardo cette même nuit. Je frappai à la porte de son bureau. Il leva à peine les yeux de ses papiers. « Qu'est-ce qu'il y a, Béatrice ?»« Monsieur Eduardo, je dois vous parler d'Isabella. Elle ne va pas bien. » Isabella va très bien. Veronica s'occupe très bien d'elle. Mais monsieur, la petite. Béatrice. Il me coupa d'un regard dur. Tu es ici pour nettoyer la maison, pas pour t'occuper des affaires de famille. Compris ? J'avalis mes mots et sortis. Cette nuit-là, je pleurais dans ma petite chambre à l'arrière de la propriété. Je n'étais que la femme de ménage. Personne ne m'écouterait. 2 semaines plus tard, Veronica annonça pendant le dîner qu'Isabella allait étudier dans un internat d'excellence. C'est le mieux pour son développement, dit-elle avec ce sourire parfait. Les enfants ont besoin de discipline et de structure. Eduardo acquiesça. Il était d'accord avec tout ce que disait Veronica. Isabella partit un lundi matin. Il n'y eut pas de fête d'adieu. Aucune photo. Elle disparut simplement. Quand je demandai à Donna Lucia, la cuisinière, elle détourna le regard. Il vaut mieux ne pas en parler, Béatrice. Mais quelque chose clochait. Très mal. Eduardo ne mentionnait jamais sa fille. Aucun appel vidéo. Aucune visite prévue. Aucune lettre ni dessin nouveau sur le réfrigérateur. C'était comme si Isabella avait cessé d'exister. Je commençais à faire plus attention. Veronica verrouillait l'aile et taclée. Des documents disparaissaient du bureau d'Eduardo. Donna Marisa chuchotait au téléphone à des heures étranges, toujours en regardant par-dessus son épaule. Les autres employés étaient effrayés. 2 domestiques démissionnèrent sans explication. Une nuit, en fouillant les poubelles de Veronica pendant que je nettoyais la chambre, je trouvai une facture de dépôt. 5000 reais payés à un homme nommé Rogerio Silva. Je notai le nom. C'est alors que je rencontrai Daniel, l'ancien chauffeur. Il avait été licencié brutalement 2 semaines après l'internat d'Isabella. Je le trouvai dans un bar du centre-ville. Ses mains tremblaient en tenant son verre de bière. « Tu as vu ce qu'elles ont fait à la petite ?» demandai-je. Daniel ferma les yeux. J'ai vu Veronica et sa mère entrer dans un immeuble abandonné en périphérie. Isabella était avec elle. En pleurs. Je n'aurais pas dû conduire cette voiture. Je n'aurais pas dû me taire.
Je sentis le monde tourner. Où se trouve cet immeuble? Il me donna l'adresse. Mais avant que je puisse agir, le mariage fut fixé. Grand. Luxueux. Tous les hommes d'affaires importants de la ville y seraient. Véronica aurait enfin ce qu'elle voulait. Le nom de famille, l'argent, le statut. Et Isabla ne serait qu'un souvenir gênant enterré quelque part dans l'ombre. Mais je n'allais pas le permettre. Ce qui s'est passé le jour de ce mariage a tout changé. Et la vérité, lorsqu'elle éclata enfin, détruisit cette famille parfaite pour toujours. Dans les jours qui suivirent la disparition d'Isabla, le manoir changea. On aurait dit que même les murs respiraient différemment. Plus lourds. Plus froids. Véronica et Donna Marisa parcouraient les couloirs avec de larges sourires, planifiant chaque détail du mariage. Fleurs importées. Champagne français. Robes de créateur. Mais sous toute cette perfection répétée, je sentais la pourriture. Ce fut à la 3e semaine que je commençai vraiment à enquêter. En nettoyant la chambre de Véronica, je cherchais n'importe quoi qui pourrait me donner des réponses. Tiroir, armoire, sac. Rien. Elle était trop prudente. Mais tout le monde fait des erreurs. Et la sienne fut de sous-estimer la femme de ménage invisible. Je trouvai un vieux téléphone portable caché dans une boîte à chaussures dans le dressing. Il était éteint, mais je réussis à l'allumer. Sans code. Mon cœur s'emballa quand je vis les messages. Des conversations entre Véronica et un numéro sans nom enregistré. L'enfant est en sécurité. Personne ne la trouvera. Combien de temps encore? Jusqu'à ce qu'il signe les papiers. Après ça, ce ne sera plus important. Mes mains tremblaient tellement que je faillis laisser tomber le téléphone. Je pris des photos de tout avec mon propre appareil. Je l'éteignis et le remis exactement là où il était. Je quittai la chambre en essayant d'avoir l'air normal, mais tout mon corps tremblait. Véronica ne faisait pas que cacher Isabla. Elle avait un plan. Et Eduardo n'était qu'un pion dedans. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je regardais le plafond de ma minuscule chambre, pensant à cette fillette quelque part dans le noir, seule, terrifiée. Pensant à comment une enfant de 6 ans pouvait simplement disparaître sans que personne ne fasse rien. L'argent achetait le silence. Achetait la complicité. Achetait même l'innocence volée d'une enfant. Je décidai d'observer Donna Marisa de plus près. Si Véronica était la tête, la mère était le bras exécutif. Elle quittait le manoir tous les jours à la même heure. 2 heures de l'après-midi. Revenait avant le dîner. Toujours avec des sacs de courses, toujours souriante. Mais un jour, je la suivis. Je pris le bus juste derrière le taxi qu'elle avait appelé. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Le taxi s'arrêta dans un quartier que je connaissais bien. Périphérie. Bâtiments abandonnés. Déchets dans les rues. Donna Marisa descendit et entra dans un immeuble gris sans portier. J'annotai l'adresse. C'était la même que Daniel m'avait donnée. Je n'eus pas le courage d'entrer seul ce jour-là. Mais je revins le lendemain soir avec Carla, une amie infirmière, toujours plus courageuse que moi. Nous avions des lampes torchées et des téléphones chargés. Le bâtiment sentait le moisi et l'abandon. Nous montâmes 3 étages par des escaliers cassés. Chaque porte était fermée à clé, chaque couloir plus sombre que le précédent. Jusqu'à ce que nous entendions un pleur étouffé, faible, venant d'une porte au bout du couloir. « Isabla » appelai-je doucement. Les pleurs cessèrent. Silence. « Isabla, c'est moi, Tiabia. Je suis là. Tiabia. » La voix était si petite, si brisée, que mon cœur se fendit. La porte était verrouillée avec un cadenas. Nous ne réussîmes pas à l'ouvrir. Carla appela la police, mais je savais que ça ne servirait à rien. Véronica avait de l'argent, des avocats, du pouvoir. Il nous fallait des preuves plus solides. Il fallait l'exposer devant tout le monde. Je retournai au manoir avant que quelqu'un ne remarque mon absence. Mais maintenant je savais. Isabla était vivante. Emprisonnée. En attente. Les préparatifs du mariage s'accélérèrent. Véronica devint encore plus contrôlante. Elle cria sur la fleuriste parce que les roses n'étaient pas exactement du ton qu'elle voulait. Elle renvoya le photographe 1 semaine avant l'événement. Rien ne pouvait mal tourner le jour J. Tout devait être parfait. Pendant l'un de ces essais chaotiques, j'entendis Donna Marisa parler au téléphone sur la véranda. Elle ne me vit pas derrière le rideau. Après le mariage, on règle ça une bonne fois pour toutes. On ne peut pas prendre le risque. La gamine en sait trop. Je sentis mon sang se glacer. Elles allaient faire quelque chose à Isabla après le mariage. Quelque chose de définitif. Je n'avais plus de temps. Je cherchais encore une fois Eduardo. Cette fois, avec les photos des messages.
Je frappai à la porte de son bureau. J'entrai sans attendre. « Monsieur Eduardo, vous devez voir ça. » Il leva les yeux, irrité. « Béatrice, j'ai déjà dit que... Votre fille est enfermée dans un bâtiment abandonné. Véronica et sa mère la retiennent là-bas. Regardez ces messages. » Je montrai le téléphone. Eduardo regarda. Ses yeux parcoururent les mots. Mais au lieu de la colère que j'attendais, je vis quelque chose de pire. Le déni. C'est faux. Véronica ne ferait jamais ça. Vous essayez de saboter mon mariage parce que vous êtes jalouse. Jalouse. Ma voix sortit plus forte que prévu. Votre fille souffre et vous vous inquiétez pour un mariage. Sortez de mon bureau. Vous êtes renvoyé. Les mots me frappèrent comme un coup. Vous allez le regretter. Dehors. Maintenant. Je sortis sans direction, sans emploi, sans espoir. Je m'assis dans le jardin et pleurai. Je pleurais pour l'injustice, pour l'aveuglement, pour l'innocence perdue. Mais au milieu des larmes, je pris une décision. Si Eduardo ne sauverait pas sa propre fille, moi je le ferais. Je retournai au bâtiment avec Carla et 2 autres amis. Cette fois, nous forçâmes le cadenas avec une barre de fer. La porte s'ouvrit dans un grincement atroce. Isabla était recroquevillée dans un coin. Sale. Beaucoup trop maigre. Les yeux vides. Quand elle me vit, elle ne sourit pas. Elle me regarda simplement, comme si elle ne croyait pas que ce soit réel. Je suis venu te chercher, ma chérie. Je l'enveloppai dans une couverture et nous fîmes courir hors de cet endroit infernal. Mais je ne l'emmenai pas à l'hôpital. Je n'appelai pas la police. Je savais que Véronica ferait tout disparaître avec de l'argent et des mensonges. Il me fallait quelque chose de plus grand. Il me fallait la justice publique. Et le mariage serait la scène parfaite. Devant tous les entrepreneurs, politiciens et mondains de la ville, le masque de Véronica tomberait. Et le monde verrait enfin qui elle était réellement. Isabla resta cachée chez Carla pendant les 5 jours suivants. Nous la nourrissions lentement, avec précaution, car son estomac refusait presque toute nourriture. Nous lui donnions des bains tièdes, lui coupions les cheveux emmêlés, soignions ses blessures. Mais les blessures physiques étaient les plus faciles à guérir. Les autres, celles que nous ne pouvions pas voir, prendraient beaucoup plus de temps. Elle se réveillait en criant toutes les nuits. Elle rêvait de la chambre sombre, de la voix de Donna Marisa disant que personne ne viendrait la chercher. Elle rêvait de son père signant des papiers pendant qu'elle frappait contre les murs en appelant à l'aide. Je lui tenais la main jusqu'à ce qu'elle se rendorme et je promettais, à chaque fois, que tout cela finirait. Mais les promesses ne suffisaient pas. J'avais besoin d'un plan. Le mariage aurait lieu samedi. Il restait 3 jours. 3 jours pour rassembler suffisamment de preuves, pour s'assurer que Véronica et Donna Marisa ne s'échappent pas, pour faire voir à Eduardo la vérité devant des témoins trop nombreux pour être achetés. Je ne pouvais pas simplement apparaître avec Isabla. Véronica inventerait une histoire. Elle dirait que la fille s'était échappée de l'internat, qu'elle était confuse, que je l'avais kidnappée. Il me fallait quelque chose d'incontestable. Je retournai dans le bâtiment abandonné avec mon téléphone. Je filmais tout. Le cadenas brisé, la chambre sale où Isabla était enfermée, les marques sur les murs où elle essayait de compter les jours. Je trouvai un cahier jeté dans un coin. Isabla y avait écrit. Des mots tordus, des fautes d'enfant, mais chaque phrase était un coup de poignard. « Papa, s'il te plaît, viens me chercher. J'ai peur. La méchante tante a dit que tu ne voulais plus de moi. Est-ce vrai ?» Je photographiai chaque page. Je gardai le cahier comme preuve. Je ressentis de la haine. Une haine si grande que j'avais envie d'aller au manoir et de tout crier à Eduardo. Mais la haine ne résout rien. La précision résout tout. Je cherchais à nouveau Daniel. Il était repentant, détruit par la culpabilité. Il accepta de donner un témoignage enregistré racontant tout ce qu'il avait vu. Comment Véronica l'avait payé pour emmener Isabla dans ce bâtiment. Comment Donna Marisa avait menacé sa famille s'il parlait. Comment Eduardo n'avait jamais demandé où se trouvait réellement sa fille. « J'ai besoin de ce témoignage pendant le mariage, » lui dis-je. « As-tu le courage ?» Daniel regarda ses mains. « J'ai une fille de l'âge d'Isabla. Si c'était elle, je voudrais que quelqu'un ait du courage. Tu peux compter sur moi. » Je pris contact avec Roberto, le garde qui avait été renvoyé 1 mois plus tôt. Il avait vu Véronica brûler des documents dans la cheminée. Documents de l'avocat d'Eduardo. Contrat. Testament. Il avait pris des photos avant d'être renvoyé. Il me montra tout. Véronica manipulait Eduardo pour tout mettre à son nom. Isabla n'était qu'un obstacle sur le chemin de la fortune. Je contactai la docteure Amelia, la pédiatre qui suivait Isabla avant sa disparition.
Elle refusa de parler au début, mais quand je lui racontai où j'avais trouvé la fillette, je vis des larmes dans ses yeux. Je savais que quelque chose n'allait pas. Véronica a annulé tous les rendez-vous d'Isabla d'un coup. Elle a dit que la fille n'avait plus besoin de suivi médical. J'aurais dû insister. J'aurais dû dénoncer. Vous pouvez le faire maintenant. Pendant le mariage. Devant tout le monde. Elle accepta. Je montai tout comme les pièces d'un puzzle. Témoignages enregistrés. Photos. Documents. Le cahier d'Isabla. Tout sauvegardé sur 3 clés USB différentes et envoyé par mail à moi-même. Si quelque chose tournait mal, si elles essayaient de me faire taire, la vérité existerait encore quelque part. Le vendredi, veille du mariage, Carla apporta des vêtements propres pour Isabla. Une robe simple, blanche, qui n'attirait pas l'attention. Chaussures confortables. Isabla regarda la robe et, pour la première fois depuis des jours, je vis quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans ses yeux. « Tiabia, est-ce que ça fera mal ?» Je m'assis à côté d'elle. « Qu'est-ce qui fera mal, ma chérie ?» Voir mon père encore. Il ne m'a plus voulu. La méchante tante a dit qu'il avait signé des papiers pour me donner à une autre famille. Je tins son petit visage entre mes mains. « Ton père a été trompé. Il t'aime. Il ne connaît juste pas encore la vérité. Mais demain, il saura. Tout le monde saura. Et s'il ne croit pas, il croira. Parce que tu seras là. Et personne ne peut nier ce qu'il voit devant ses yeux. » Je passai cette nuit éveillé, repassant chaque étape, chaque détail. Tout devait être parfait. Il ne pouvait y avoir aucune marge d'erreur. Véronica était intelligente, manipulatrice, dangereuse. Si je laissais la moindre faille, elle s'échapperait. Et Isabla retournerait dans cet enfer, ou pire. Carla prépara le petit déjeuner à 6 heures. Isabla mangea lentement, silencieusement. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, mais je voyais aussi le courage. Un courage qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait avoir. « Tu es très courageuse, » lui dis-je. « Plus courageuse que n'importe quel adulte que je connaisse. » Elle me prit la main. « Tu resteras avec moi. » « Oui, tout le temps. Je te le promets. » À 10 heures du matin, nous étions en route. Daniel nous attendit à 2 pâtés de maison du manoir. Roberto arriva peu après. La docteure Amelia vint en taxi, nerveuse mais déterminée. Tous regardèrent Isabla avec compassion et colère. Colère envers ceux qui comprenaient enfin que le silence est complicité. « Tout le monde sait ce qu'il doit faire ?» demandai-je. Tous confirmèrent. Le plan était simple. Attendre le moment exact. Quand les mariés seraient à l'hôtel, quand toutes les caméras enregistreraient, quand il n'y aurait aucun moyen de cacher ou d'effacer. Alors Isabla entrerait. Et tout s'effondrerait. Je regardais le manoir au loin. La musique jouait déjà. Des voitures arrivaient, pleines d'invités vêtus de tenues coûteuses. Des fleurs décoraient chaque recoin. Une perfection construite sur le mensonge et la souffrance. Mais aujourd'hui, cette perfection allait se fissurer. Et du milieu des fissures, la vérité allait exploser comme un cri qu'on ne pouvait plus faire taire. Je tins la main d'Isabla. Elle serra la mienne. Et nous marchâmes ensemble vers la justice. La cérémonie était magnifique. Des fleurs blanches partout, des bougies parfumées, des invités assis sur des chaises décorées de rubans de soie. Le prêtre attendait à l'autel avec la Bible ouverte. Eduardo portait un smoking, souriant nerveusement. Véronica entra au son des violons, éblouissante dans sa robe en dentelle française. Donna Marisa pleurait au premier rang, un mouchoir à la main, jouant le rôle de la mère émue. Tout était parfait. Calculé. Faux. Nous attendîmes que la cérémonie commence. Que les témoins signent. Que les vœux soient prononcés. Il nous fallait que ce soit suffisamment officiel pour qu'ils ne puissent pas annuler facilement, mais avant le baiser final. Avant que Véronica ait tout assuré. Daniel était positionné près de l'entrée latérale avec une caméra empruntée. Roberto filmait discrètement depuis le fond de la salle. La docteure Amelia attendait dehors avec d'autres preuves. Tout était synchronisé. Quand le prêtre dit « Si quelqu'un s'oppose à ce mariage », personne ne parla. Juste des sourires. Juste la certitude que tout se déroulait parfaitement. C'est à ce moment que j'ouvris la porte latérale. Le bruit coupa la musique comme un couteau. Toutes les têtes se tournèrent. Isabla se tenait à l'entrée, tenant ma main. Petite, fragile, mais debout. Vivante. La robe blanche propre contrastait brutalement avec le souvenir que tout le monde avait d'elle. Sa peau était pâle, les yeux enfoncés, le corps trop maigre. Elle était la preuve vivante de tout ce qui avait été caché. Papa. Sa voix résonna dans le silence absolu. Eduardo se figea.
Son visage perdit toute couleur. Il fit un pas en avant, vacillant, comme s'il voyait un fantôme. Isabla. Le mot sortit brisé. Véronica recula. Le bouquet tomba de ses mains. Elle regarda Donna Marisa, déjà debout, les yeux écarquillés de panique pure. Pour la première fois, je vis la peur véritable sur leur visage. Elle ne pouvait plus faire semblant. « Mon Dieu, comment es-tu ici ?» Eduardo courut vers sa fille, s'agenouilla devant elle. Ses mains tremblaient en touchant son petit visage. « Tu devrais être à l'internat. Que s'est-il passé? Qui t'a fait ça ?» Isabla regarda Véronica. Juste ça. Un regard. Et Eduardo comprit. Je vis le moment exact où la vérité éclata en lui. Ses yeux se remplirent d'horreur, de colère, de douleur. Il se leva lentement, fixant la femme avec qui il s'apprêtait à se marier. « Véronica, que as-tu fait ?»« Je n'ai rien fait. Elle s'est enfuie de l'école, Eduardo. Quelqu'un l'a amenée ici pour saboter notre mariage. » Véronica tenta de sourire, mais sa voix trembla. « C'est un coup monté. » Coup monté. Ma voix résonna dans la salle. Je marchais jusqu'à l'hôtel avec la clé USB à la main. Un coup monté, c'est ce que tu as fait à cet enfant. Je branchai la clé USB sur le projecteur préparé pour la vidéo du mariage. L'écran géant derrière l'hôtel s'alluma. Les photos commencèrent à défiler. La chambre sale où Isabla était enfermée. Le cadenas. Les murs griffonnés avec des comptes de jours. Le cahier avec des appels à l'aide écrits de la main d'une enfant. Les invités commencèrent à murmurer. Certains se levèrent. Les caméras des téléphones enregistraient déjà. « Ça ne prouve rien », dit Véronica, mais sa voix se brisait. N'importe qui aurait pu falsifier ça. N'importe qui. Daniel apparut à côté du projecteur. Moi, qui ai conduit toi et ta mère jusqu'à ce bâtiment. Moi, qui ai reçu 5000 reais pour me taire. Il montra les relevés bancaires. Dépôt sur son compte. Tous venant d'une société écran enregistrée au nom de Donna Marisa. La preuve documentaire était irréfutable. Donna Marisa tenta de fuir. Roberto bloqua la sortie. Elle cria, poussa, mais il ne bougea pas. « Je suis témoin aussi, » dit Roberto fort. « Je t'ai vu brûler des documents du testament de monsieur Eduardo. J'ai des photos. » Il montra le téléphone. Sur les images, Véronica alimentait la cheminée avec des papiers pendant que Donna Marisa surveillait la porte. La docteure Amelia entra dans la salle à ce moment-là. « J'ai été la pédiatre d'Isabla pendant 4 ans, » déclara-t-elle à tous. Véronica a annulé tous les rendez-vous de la fillette une semaine avant sa disparition. Elle préparait cela depuis des mois. Eduardo tremblait. Il serra Isabla contre sa poitrine, les larmes coulant sans contrôle. « Je t'ai fait confiance. Je t'ai confié ma fille. Comment as-tu pu ?» Elle était un problème. Véronica explosa. Le masque tomba définitivement. Une enfant gâtée qui se mettait entre nous. Tu ne parlais qu'à elle. Tu ne me regardais jamais comme il fallait. Elle devait disparaître du chemin. La salle entière éclata de cris. Des invités révoltés. Certaines femmes pleuraient. Les hommes exigeaient des explications. Un entrepreneur était déjà au téléphone avec la police. « Tu as enfermé ma fille dans un bâtiment abandonné parce qu'elle était gênante ?» cria Eduardo, la voix déchirée par la douleur. « Elle a 6 ans. 6 ans. J'allais m'occuper de toi. Nous serions heureux. » Véronica tenta de toucher son visage. Eduardo repoussa avec dégoût. « Tu es un monstre. » Les sirènes retentirent dehors. La police arriva en 3 véhicules. Ils entrèrent dans la salle en sachant exactement qui arrêter. Roberto et Daniel avaient envoyé toutes les preuves des heures plus tôt. Véronica fut menottée alors qu'elle portait encore sa robe de mariée. Donna Marisa criait que tout était un mensonge, mais personne ne croyait. Les preuves étaient trop claires. Indiscutables. Elles avaient perdu. Les policiers emmenèrent les 2 femmes pendant que les photographes capturaient chaque seconde. Cela serait dans tous les journaux demain. La mariée psychopathe. L'enlèvement de la belle-fille. La femme de ménage qui avait sauvé la fillette. L'histoire que personne n'oublierait. Eduardo serra Isabla contre lui comme s'il allait la perdre à nouveau s'il la lâchait. « Pardonne-moi. Pardonne-moi, ma fille. J'ai été si aveugle. Si stupide. » Isabla pleurait simplement contre sa poitrine. Des années de thérapie n'effaceraient pas cela. Mais au moins maintenant, elle était en sécurité. Libre. Chez elle. Les invités commencèrent à partir. Certains se tournèrent vers moi avant de sortir. Ils me remercièrent.
Ils dirent que j'étais courageuse. Mais je ne l'avais pas fait par courage. Je l'avais fait parce que c'était juste. Parce que personne d'autre ne le ferait. Eduardo vint vers moi, Isabella toujours accrochée à lui. Ses yeux étaient rouges, détruits. Tu as sauvé ma fille. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Pas besoin de remercier. Tu dois juste mieux t'occuper d'elle à partir de maintenant. Il hocha la tête, honteux. Et il partit, ramenant sa fille à la maison. Là où elle aurait toujours dû être. 3 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, la ville en parlait encore. Veronica et Donna Marisa ont été condamnés. Enlèvement, séquestration, falsification de documents, tentative de fraude patrimoniale. La peine fut lourde. 15 ans pour Veronica, 12 pour Donna Marisa. Sans possibilité de réduction. Le juge a dit quelque chose pendant le procès qui m'est resté en tête. Les crimes contre les enfants ne méritent pas de pitié. Ils méritent justice. La presse transforma tout en cirque. Mon visage était dans tous les journaux. Femme de ménage héroïque sauve une enfant enlevée par sa belle-mère. Je reçus des centaines de messages. Des propositions d'interviews, des offres de livres, même une invitation à une émission de télévision. Je refusais tout. Je n'avais pas fait cela pour la gloire. Je l'avais fait parce que c'était humain. Parce que c'était juste. Eduardo me chercha 2 semaines après le jugement. Il apparut à la maison de Carla, où je vivais temporairement. Il semblait 10 ans plus vieux. Le visage marqué par des nuits blanches, les yeux fatigués portant le poids de la culpabilité. « Béatrice, j'ai besoin de te parler. » Je le laissai entrer. Nous nous assîmes dans le petit salon. Carla offrit du café, mais il refusa. « Je suis venu te demander pardon, » commença-t-il, la voix tremblante. « Et te remercier. Pas nécessairement dans cet ordre. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je l'ai déjà dit. Si, j'ai besoin. Tu as fait ce que j'aurais dû faire. Tu as protégé ma fille quand j'étais trop aveugle pour voir qu'elle avait besoin de moi. » Il regarda ses mains. J'étais tellement obsédé par l'idée de refaire ma vie, de ne pas rester seul, que j'ai ignoré les signes. Isabella a essayé de me parler. Tu as essayé de me prévenir. Et je n'ai pas écouté. Parce que vous étiez invisible pour moi. Les mots le blessaient. Je pouvais le voir. La femme de ménage et l'enfant, continua-t-il. Les 2 personnes les plus importantes de ma maison, et je vous ai traité comme si vous n'existiez pas. Comme si vos voix n'avaient aucune importance. Cela me fait honte plus que tout. Ce qui compte maintenant, c'est comment tu vas avancer, répondis-je. Isabella a besoin de toi. Vraiment. Pas de l'homme qui signe des chèques et pense que cela résout tout. Elle a besoin d'un père présent. Je sais. J'ai commencé une thérapie. Nous 2, en fait. Ensemble et séparément. C'est difficile. Il y a des jours où elle ne veut pas me parler. Des nuits où elle se réveille en criant. Mais je suis là. Toujours. Je ne vais jamais abandonner. Je vis de la sincérité dans ses yeux. Une douleur véritable. Il avait appris de la pire manière que l'argent n'achète pas l'attention et qu'ignorer les vulnérables a des conséquences dévastatrices. Je suis aussi venu pour proposer quelque chose, dit-il. Je veux que tu retournes au manoir. Pas comme femme de ménage. Comme gestionnaire de la maison. Salaire triplé. Ta propre équipe. Autonomie totale. Je secouai la tête. Merci, mais non. Il cligna des yeux, surpris. Non? Non, je ne veux pas retourner dans ce manoir. Je ne veux pas travailler pour toi. Mais je veux travailler avec toi. Comment ça? Je pris une profonde inspiration. Cette idée était née pendant les nuits blanches, quand je pensais à combien d'Isabella existait dans le monde. Combien d'enfants invisibles souffraient en silence pendant que les adultes détournaient le regard. Je veux créer un institut. Pour les enfants en situation de risque. Hébergement, soutien psychologique, assistance juridique. Un endroit où ils peuvent être entendus. Où leur voix compte. Et je veux que tu le finances. Eduardo resta silencieux un long moment. Puis il sourit. Pour la première fois depuis des mois, un vrai sourire. Je finance. Tout. Ce qu'il faudra. Et tu gères. À ta façon. Nous nous serrâmes la main. À ce moment, naquit l'Institut Isabella. Pas avec son nom, bien sûr. Elle était juste une enfant ayant besoin de confidentialité pour guérir. Mais l'esprit était le sien. La force était la sienne. La survie était la sienne. Aujourd'hui, 6 mois après tout, l'Institut accueille déjà 40 enfants. Nous avons des psychologues, des assistants sociaux, des avocats. Nous recevons des signalements anonymes. Nous enquêtons. Nous sauvons. Certaines histoires se terminent bien. D'autres non.
Mais toutes sont entendues. Toutes comptent. Isabla va mieux. Elle fait encore des cauchemars. Elle suit encore une thérapie 3 fois par semaine, mais elle sourit à nouveau. Elle a recommencé à dessiner. Cette fois, ses dessins ont des couleurs. Arc-en-ciel, fleurs, papillons. Eduardo a encadré chacun d'eux. Il les a accrochés au mur du bureau où se trouvaient autrefois diplômes et certificats. Elle me rend visite chaque semaine. Nous prenons des glaces et parlons de choses simples. École, amis, dessins animés. Peu à peu, la fillette qui était prisonnière dans cette chambre sombre revient à la vie. Elle ne sera jamais la même. Le traumatisme ne disparaît pas. Mais elle apprend qu'elle peut être forte. Qu'elle peut faire confiance. Qu'elle peut recommencer. Parfois, quand je regarde tout cela, je n'y crois toujours pas. Je n'étais qu'une femme de ménage. Invisible. Insignifiante aux yeux de beaucoup. Mais c'est justement parce que j'étais invisible que j'ai pu voir. Que j'ai pu agir. Que j'ai pu sauver. La vérité, c'est que nous n'avons pas besoin de super-pouvoirs pour faire une différence. Il nous faut du courage pour ne pas fermer les yeux. Il nous faut de l'empathie pour voir au-delà de notre propre vie. Il nous faut comprendre que chaque voix compte, surtout celle que la société apprend à ignorer. Les enfants, les employés, les gens simples, les travailleurs. Nous sommes traités comme invisibles jusqu'à ce qu'un événement tragique se produise. Mais c'est nous qui soutenons le monde. C'est nous qui voyons ce que les autres choisissent d'ignorer. Et quand nous décidons de parler, quand nous décidons d'agir, nous pouvons tout changer. Véronica a parié sur mon invisibilité. Elle a parié que personne ne croirait une femme de ménage pauvre contre une femme riche et puissante. Elle a perdu. Parce qu'elle a sous-estimé le pouvoir de quelqu'un qui n'a rien à perdre, sauf sa propre humanité. Aujourd'hui, quand je regarde Isabla rire dans le parc de l'Institut, entourée d'autres enfants ayant eux aussi survécu à l'impossible, je sais que cela en valait la peine. Chaque moment de peur, chaque nuit blanche, chaque risque que j'ai pris. Cela en valait la peine. Parce qu'au final, peu importe combien d'argent vous avez ou votre position sociale. Ce qui compte, c'est si vous avez choisi de rester silencieux ou de vous lever pour la vérité. Si vous avez détourné le regard ou tendu la main. Si vous avez protégé votre propre paix ou combattu pour la justice de quelqu'un d'autre. Et si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, abonne-toi à la chaîne et aime la vidéo. Partage ce message. Parce que peut-être, juste peut-être, quelqu'un qui a besoin de l'entendre trouvera le courage d'agir aussi. D'agir pour sauver une vie. Pour faire une différence. Parce que nous pouvons tous être des héros. Parfois, il suffit